Bonjour à tous, je suis Marion et j'ai lancé Agoyamam en mai dernier. Comme une nouvelle destination bien-être, Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de son mental. Aujourd'hui, Agoyamam a grandi et Alexandra a rejoint l'aventure. Nous sommes toutes les deux convaincues que le mental, souvent oublié, souvent négligé, est la clé de nos futures réussites. Parce qu'aller au bout de ses rêves n'est pas juste un concept marketing et utopiste. À travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leur point commun à tous, des aventures passionnantes et une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leurs parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront peut-être l'envie de vous lancer vous aussi. Retrouvez-nous alors très vite sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux parce qu'une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. On compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast. Quelques minutes de votre temps suffisent et nous permettent ainsi de faire connaître Agoyamam à un maximum de personnes. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Calestrémé, journaliste, réalisatrice et écrivaine française. J'ai connu Natacha à travers son ouvrage La clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. J'ai tout de suite voulu échanger avec Natacha pour découvrir la femme qui se cache derrière ce manuel pratique dans lequel nous découvrons toutes les clés qui nous permettront de nous reconstruire émotionnellement. J'avais envie de comprendre sa force mentale, son harmonie émotionnelle qu'elle a su trouver après tant d'années de travail. Selon moi, talent, travail et ténacité sont les mots qui définiraient Natacha Calestrémé. Bonjour Natacha. Bonjour Marion, merci de me recevoir et de m'inviter. Merci encore beaucoup pour avoir accepté de participer à ce nouvel épisode d'Agoyamam. Alors Natacha, aujourd'hui, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur la femme que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais bien. Aujourd'hui, c'est ça, je dis je vais bien parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, je suis voilà, remplie de force, d'énergie. Je comprends même des choses, voilà, chaque jour est une nouvelle étape et je souhaite à tout le monde, comment dire, de ressentir un jour, voilà, cette énergie, le fait d'être à notre juste place. Le fait d'avoir compris nos épreuves. Alors c'est un processus, hein, c'est quelque chose qui continue, mais voilà, comme vous l'avez dit, je suis journaliste, je suis écrivain, je suis également réalisatrice et voilà, je m'épanouis dans mon métier, dans ma relation aux autres et puis avec la clé de votre énergie, le sentiment d'aider beaucoup de personnes et à travers les épreuves que j'ai menées, c'est ça qui me nourrit beaucoup. C'est le fait qu'aujourd'hui je puisse transmettre. C'est ça, c'est vraiment le premier thème que je voulais aborder avec vous, c'est vraiment la transmission par l'ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les raisons qui vous ont poussé à partager les méthodes et les protocoles de votre transformation émotionnelle ? Alors, à un moment donné, un peu comme tout le monde, j'ai vécu une descente aux enfers qui a duré plusieurs années et avec chaque fois une étape supplémentaire, c'est-à-dire un problème d'abord au niveau du travail, un problème familial assez grave, puis plus de finances, chômage, plus rien. Et puis j'ai eu plusieurs décès dans ma vie, dont ma petite sœur, ma meilleure amie. Et quand je pense que la descente aux enfers ne peut pas aller plus bas, j'ai une double hernie discale, ma santé, je ne peux plus bouger. Et moi qui suis toujours dans le mouvement, c'est affreux comme sensation. Et il me fallait ça. Il me fallait ça pour que je réalise que je souffre et que malgré tout ce que je peux faire sur moi, eh ben, il n'y a finalement rien qui avance et c'est compliqué. C'est très compliqué. Et donc, en fait, je vais me souvenir qu'en tant que journaliste scientifique, spécialiste santé, hein, au départ, voilà, moi j'écris des articles sur les perturbateurs endocriniens, sur les pesticides, sur l'autisme, sur le réchauffement climatique. Je suis vraiment quelqu'un qui repose, on va dire, toute la réflexion sur la science, qui me rassure. Eh bien, j'ai également interviewé pour les enquêtes extraordinaires avec mon mari Stéphane Alix des chamans
des guérisseurs, des médiums, qu'on a testés même scientifiquement. Bon. Et ces personnes m'ont expliqué comment elles s'étaient relevées d'une épreuve, d'un deuil, d'une grave maladie, voilà, d'épreuves à répétition. Et j'avais noté leurs techniques un peu dubitatives parfois, avec curiosité, en tout cas avec bienveillance. Et quand je suis au fond du trou, et que j'ai tout essayé et finalement rien ne marche, je me dis mais j'ai plus rien à perdre. Ces techniques que je trouvais un peu naïves en me disant mais comment on peut imaginer que ça va marcher, parler à haute voix, parfois, voilà, c'est bizarre, pour se guérir, pour se libérer de fardeaux émotionnels, d'épreuves de nos parents, de nos grands-parents, des choses qui ne nous appartiennent pas. Comment ça peut marcher? Bon, mais j'ai plus le choix. J'ai plus le choix et j'ai plus que ça surtout. Donc je vais les mettre en pratique. Et dans certains cas, dans certains domaines de ma vie, les effets vont être immédiats. Je donne un exemple. Je m'épanouis dans mon travail, mais comment dire, voilà, j'ai cette période de ce désert au niveau du travail et tous mes projets me sont refusés les uns après les autres. Et bizarrement, par une succession que je ne vais pas raconter là, que je raconte dans le livre, mais qui est un peu longue, eh bien, je vais comprendre que la phrase de Jung qui dit que finalement, dans toute épreuve, se cache une sorte de cadeau, un message que l'on n'a pas vu. Et donc, je vais comprendre que finalement, une épreuve, c'est, excusez-moi le terme, de la merde, de la boue, quelque chose qui va nous faire pousser autrement, va faire pousser notre plante autrement. Et je vois les choses différemment et je fais notamment un protocole avec ma grand-mère de nettoyer les liens de souffrance pour me libérer de ce côté invisible dans mon travail. Et le lendemain matin, j'ai RTL qui m'appelle pour une émission de radio. Je n'oublierai jamais cette sensation tout d'un coup d'être visible. J'ai rien fait dans ma vie professionnelle de différence entre la veille et le lendemain, indépendamment du fait que je me suis libérée d'un fardeau émotionnel qui ne m'appartenait pas. Et ça va être bouleversant. Mais je me dis, c'est encore la chance. Moi, j'ai de la chance. Voilà, j'ai eu de la chance. Et la vie va se charger finalement de me solliciter par l'intermédiaire d'amis, de voisins, de personnes qui vont me solliciter alors que je suis journaliste en me disant un tel a du mal à marcher, est-ce que tu peux l'aider? Un tel a du mal financièrement, est-ce que tu peux l'aider? Pourquoi ils me sollicitent? J'en sais rien. Mais je leur transmets ces protocoles et ça marche aussi. Ça va me donner confiance et je vais mettre en pratique dans des ateliers. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je donne ces ateliers. Et là, ça a abouti vraiment voilà, en me disant je peux partager, non seulement je peux partager, mais je dois partager ces 10 années de recherche à travers mes épreuves, mes douleurs et les personnes que j'ai rencontrées et qui ont eu la bienveillance de partager leurs techniques et que je remercie encore. Je les remercie beaucoup dans le livre et je les remercie encore. Voilà, donc voilà le cheminement qui m'a permis de... Il m'a fallu, voilà, il a fallu que tous les domaines de ma vie soient touchés, et notamment la santé, pour que je teste des techniques qui me paraissaient un peu étranges, un peu bizarres. Oui, parce qu'à l'époque, quand vous les aviez rencontrés, vous étiez quand même sceptique du potentiel de ces pratiques. Oui, absolument. C'est-à-dire que je me disais, bon, je suis naïve, ok, mais à ce point-là, moi, voilà, j'ai l'habitude de m'appuyer sur la science, j'aime comprendre les choses. Et là, il se passait des choses incompréhensibles et qu'on ne voyait pas. Alors, après, je me suis dit, mais finalement, il y a plein de choses invisibles qu'on ne voit pas et qui existent. Le vent, on ne le voit pas. Mon mari, je suis amoureuse de lui, je ne peux pas le prouver. Pourtant, cette énergie, elle est là. Quand on voit quelqu'un pour la première fois,
On se dit, bon, ben, elle est sympa, tiens, je pourrais ah, tiens, mais ah, on s'est connus dans une autre vie. On a tous dit une phrase un peu bizarre comme ça. Ou bien au contraire, celui-là, je ne le sens pas du tout. C'est vrai. D'où ça vient? Eh ben, c'est subtil, c'est des énergies, ce sont des échanges. Et en fait, la démarche, elle a consisté pour moi à essayer de comprendre ces choses en me rapprochant toujours du côté scientifique. Et je suis allée rencontrer Philippe Bobola, qui est un physicien, un mathématicien, il est psychologue, il est anthropologue, il a fait des recherches sur le cancer, c'est un espèce de couteau suisse incroyable. Et je lui parle d'énergie. Je lui dis, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que l'énergie? Et il me dit, notre corps est constitué de milliards de molécules. Chaque molécule, c'est plusieurs atomes. Un atome, qu'est-ce que c'est? 0,0001% de matière, le noyau, et 99,999% de vide. Bon. Il me dit, sauf que grâce à la physique, on sait que ce vide-là est en réalité rempli d'énergie et d'information. Il me dit, rendez-vous compte que notre corps est constitué de presque 100 fois plus, donc 99,99, 100 fois plus d'énergie et d'information que de matière. Et en fait, c'est là où j'ai compris pourquoi ces protocoles marchaient. C'est parce que ces protocoles, ce sont quoi? Des mots, donc de l'information, dit avec une certaine énergie. Et c'est pour ça que ça touche 99% de ce qui nous constitue, et c'est pour ça que ça marche. Et vous pensez que ces énergéticiens, ces guérisseurs, ces médiums, ces chamans, est-ce qu'on peut parler de dons naturels pour ces guérisseurs, de guides spirituels, ou est-ce que peut-être on peut parler finalement de force intérieure un peu supérieure? Alors, on ne peut pas généraliser parce que il y a autant de cas différents finalement que de personnes. Pour certains, c'est un don. Pour d'autres, c'est-à-dire un don, c'est-à-dire que ça arrive à la naissance. Parfois, certains l'acceptent. Dès qu'ils ont 7-8 ans, ils savent qu'ils seront guérisseurs parce qu'ils voient des choses étranges, parce que leur famille est ouverte et qu'ils se disent pourquoi pas. Pour d'autres, leur famille est complètement fermée, ils disent c'est ça, tout ça c'est n'importe quoi, et souvent c'est en lien avec des peurs, et on peut comprendre. Et donc ils vont le refouler, jusqu'à ce que finalement la vie leur impose un peu une forme de, ben voilà, tu as cette capacité, donc maintenant il faut y aller. Et pour d'autres, il faut un accident. Voilà, j'ai des médiums que j'ai rencontrés qui sont devenus, qui ont accepté leur médiumnité après un accident de plongée sous-marine, d'autres après un grave accident de voiture, d'autres après une maladie. Il y a énormément de chamans. Au Pérou, la plupart des chamans, ils ont tutoyé la mort. Ils ont été à ça de la mort. Et le chaman qui était dans le village a dit il va avoir la vie sauve, mais en échange, il sera chaman. Voilà. Et il n'aura pas le choix. Bon. Et effectivement, la personne est devenue chamane. Donc ça peut être un don, ça peut être... Après, ça rejoint un petit peu ce que vous dites, c'est-à-dire cette force intérieure, on l'a tous en nous. Alors, c'est comme le piano, hein, on peut tous jouer au piano, on ne sera pas tous des Mozart. Certains vont apprendre à enlever des brûlures. Ils vont peut-être... on est tous capables de s'enlever de nos propres brûlures. Par contre, les enlever à distance, parce que ça, moi, je l'ai vu faire, je l'ai fait. J'ai vu des personnes enlever des brûlures à distance, brûlures à 3e degré, même le corps médical, parce que bon, ça, même le corps médical est stupéfait en disant, ben, on ne peut même pas parler d'effet placebo, parce qu'un nourrisson, il y a quelques jours, qui est brûlé, qui hurle à la mort, parce qu'il peut effectivement mourir, et puis qui tout d'un coup s'arrête instantanément dans la seconde où le barreur de feu est intervenu, ben, on ne peut pas parler d'effet placebo, on ne peut pas parler de psychologie, ça dépasse même, on ne peut même pas parler d'énergie parce que ça dépasse la vitesse de la lumière. On peut soigner à distance quelqu'un qui est aux États-Unis instantanément, voilà, avec un protocole d'ailleurs qui est dans le livre, hein, parce que je pense que
c'est quelque chose, j'ai hésité à le mettre, mon grand-père me l'avait donné, et il m'avait dit ça se donne à l'enfant le plus sensible. Bon. Mais aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des partages, je me dis ça peut sauver une vie. Il n'y a aucune raison que certaines personnes seulement l'aient. Et c'est pour ça que j'ai souhaité le partager. Et c'est formidable parce que on arrive au temps un peu des barbecues. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit je me suis brûlée, je me suis enlevé la brûlure. Et ça, c'est génial. Ou bien mon chien a un eczéma c'est une forme de brûlure. Je lui ai fait, il ne se gratte plus. J'ai beaucoup, beaucoup de témoignages là-dessus. Donc c'est formidable. Cette notion de transmission, je la trouve hyper intéressante parce que souvent on pense que quand on a un don ou quand on a un certain talent, quelque part on aimerait le garder pour soi. Et je trouve que c'est tout aussi un acte de générosité ce que vous avez fait en partageant ces bonnes pratiques, ces protocoles pour vraiment communiquer ces bonnes énergies et ces méthodes pour guérir, en tout cas, ou des méthodes préventives. Et puis je vais rassurer les sceptiques, hein, c'est qu'on n'est pas obligé d'y croire pour que ça marche. Parce que, pour revenir à votre question initiale, au départ, moi, je suis sceptique. Et franchement, je me dis, mais ça ne peut pas marcher. Mais je le fais parce que quand on n'a pas le choix, quand on n'a plus le choix, qu'on passe nos journées à pleurer, à souffrir, on se dit, mais c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? C'est quoi? Et puis quand je vois aujourd'hui que je suis plus forte que je ne l'ai jamais été, c'est-à-dire j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, mais j'ai jamais eu cette force, cette sérénité. Voilà, j'ai jamais eu ça. Où il y a quelque chose d'apaisé, où on a le sentiment qu'il y a une joie. On peut parler de libération émotionnelle. Voilà, c'est le mot-clé. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a quelque chose que je montre souvent, c'est ce document. C'est que, on le voit bien? Ouais, super. Là, c'est la naissance. Bon. Et ça, c'est 0-10 ans. On vit un certain nombre d'épreuves. Voilà, ce sont des épreuves de la petite enfance. Et le reste de la vie, ce sont des répliques. Oh, c'est bizarre, je rencontre toujours des gens qui me font du mal dans mon boulot. Oh, c'est bizarre, j'ai toujours des copains qui me larguent au bout de temps. Oh, c'est bizarre, voilà. Et ça, ce sont des répliques finalement d'un séisme, d'un tsunami qui était intervenu avant, au moment de la petite enfance. Voilà. Et ça, c'est la naissance. Et alors, c'est très, très bizarre, hein, ce que je vais dire, mais tant pis, j'assume, hein, parce que je l'ai testé. Il y a aussi alors, ce qu'on appelle l'aspect transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a des séismes émotionnels qui appartiennent pas à notre propre vie, hein, naissance, mais qui sont hérités de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, d'un oncle, d'une tante. Et donc, cette libération émotionnelle dont vous parlez, eh bien, elle touche effectivement notre petite enfance, notre passé, mais également des épreuves que nos parents ont vécues. De la même manière qu'un secret qui n'est pas révélé, puisque c'est un secret, a toutes les chances de se reproduire dans une famille tant qu'il n'a pas été mis au jour. Eh bien là, une épreuve, une maman qui a énormément souffert d'une, je ne sais pas moi, ou d'un viol, ou d'attouchement, ou ne serait-ce qu'une interruption de grossesse, bon, ou la perte d'un enfant, une fausse couche. Bon. Cette souffrance-là, elle peut se transmettre à sa fille, à son fils, à sa petite fille, à son petit-fils, ça saute parfois des générations. Et on se retrouve avec des personnes qui ont l'endométriose, par exemple, et qui disent « je ne comprends pas, je ne peux pas avoir d'enfant ». Eh bien, il y a quelque chose de l'ordre du message de « avoir un enfant, c'est douloureux », qui est passé malgré cette personne. Parfois, ce n'est pas notre mère, parfois, c'est la grand-mère. Parfois, c'est l'arrière-grand-mère. Une grand-mère, par exemple, qui a élevé 5 enfants seuls. Et parce que le mari soit est parti, soit parce qu'il est mort pendant la guerre. Elle a transmis, malgré elle, le message que élever des enfants, c'est terriblement dur. Et donc, on peut comme ça recevoir le message. Alors là, je donne l'exemple de l'endométriose, mais on peut avoir des difficultés avec son propre enfant en disant « mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est dur avec mon enfant ?» Voilà. Et ça, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir s'en libérer avec les protocoles 7 et 8 du livre de la clé de votre énergie.
Et ça, c'est essentiel, c'est essentiel. Donc, c'est une libération émotionnelle à double niveau pour notre vie. Et puis, de la même manière qu'on hérite de yeux bleus, de cheveux bruns, eh bien, on va hériter d'un aspect transgénérationnel. Encore une fois, c'est étrange. Qu'est-ce qui est important, finalement? Qu'on puisse l'expliquer scientifiquement ou que ça marche. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas comment ça marche. Peut-être un jour, on les comprendra. L'important est que ça marche. Voilà, c'est ça le plus important. Si votre vie, elle peut être soulagée parce que tout d'un coup, vous réalisez que vous avez des problèmes dans votre vie professionnelle, chaque fois que vous créez une entreprise, elle périclite, et que votre oncle, tiens, bizarrement, c'est votre parrain, eh bien, il a fait faillite, ou il a été spolié de ses biens ou de son héritage par son frère, je dis n'importe quoi, et qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'injustice, de la trahison, et que vous vivez, vous aussi, une injustice, une trahison dans votre société ou dans votre vie professionnelle, eh bien, il est possible qu'il y ait un héritage. Qu'est-ce que finalement, ça va prendre combien de temps et qu'est-ce qu'on risque à le tenter? Rien. Non, c'est clair. Ça ne coûte rien d'essayer, en tout cas. Ça ne coûte rien, il n'y a pas d'effet secondaire. Les choses, on peut les faire seules. Moi, j'ai tenu à ce que les personnes soient autonomes et rendre des personnes autonomes. Voilà. Alors, on peut, et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de thérapeutes et des médecins, c'est ça qui est génial. Si vous saviez le nombre de médecins qui prennent contact avec moi, dernièrement, un cardiologue qui m'a dit qu'il s'était libéré d'un eczéma en faisant plusieurs protocoles du livre. J'ai un médecin, alors là, il a même accepté de témoigner à visage découvert sur mon site www.natachacalestremé.fr, et il est médecin généraliste et il témoigne du fait qu'il avait une perte d'énergie chronique et que depuis qu'il a fait le protocole 5, cette perte d'énergie chronique a disparu, que même sa fille, alors qu'il lui disait rien, s'en est aperçue. C'est troublant. Et quand le corps médical, qui est quand même, c'est exceptionnel parce qu'ils ont une formation longue, et ce sont des scientifiques de la santé, s'ouvre à ces techniques, c'est formidable. J'ai énormément d'hypnothérapeutes, de kinés, d'ostéopathes qui intègrent ou qui ajoutent ces techniques à leur pratique. Et alors, j'ai un médecin de Limoges qui m'a dit récemment, il me dit, quand j'ai une dame où je sens qu'elle est en perte d'énergie, qu'elle a vécu du harcèlement, de la manipulation, que je vois les processus que vous décrivez dans votre livre, je lui dis, sur ordonnance, je lui marque, achetez la clé de votre énergie, c'est juste incroyable. Il me dit, le livre fait le job. Et elle revient vers moi en me disant, là, le protocole 5 et le 6, j'aimerais bien les faire avec vous, est-ce qu'on peut les faire? Et il me dit, au moins, je suis tranquille avec l'ordre des médecins. C'est la personne qui vient me chercher, qui me dit, est-ce que je peux le faire? C'est pas moi qui ai proposé. Et il me dit, entre les deux, j'ai le livre qui fait le boulot. Bon, quand on reçoit des témoignages comme ça, mais je me dis, mais c'est extraordinaire. C'est génial. C'est extraordinaire, le corps médical. Des médecins, des cardiologues, voilà, donc c'est fabuleux, c'est fabuleux de voir à quel point les gens s'ouvrent. Et je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui vont dire qui vont rester réticentes seront minoritaires quelque part, parce que tout le monde est en train de s'ouvrir. C'est clair, j'ai l'impression qu'on assiste à un vrai élargissement de la conscience et on est plus ouvert à ces pratiques parce que quelque part ça ne coûte rien d'essayer, je le répète encore, mais c'est vrai que pour le coup, comme vous dites, il n'y a pas d'effet secondaire, donc il y a quand même cette acceptation, on voit un message négatif quelque part apparaître et on a envie d'être actif. Donc moi j'ai quand même envie aussi de me dire que l'énergie positive entraîne l'énergie positive. Ah mais complètement, il faut. Alors ce que vous dites est essentiel, c'est-à-dire que aujourd'hui on a toujours appris, lorsqu'on a un problème,
de les mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Gère mon problème. J'ai tel problème, je suis en dépression, est-ce que vous pouvez me donner un médicament? Est-ce que j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà. Aujourd'hui, on a, j'allais dire obligation, c'est un peu fort, intérêt, ne serait-ce que parce que pour l'efficacité, c'est-à-dire qu'on a intérêt à faire les choses soi-même. En faisant les choses soi-même, on redevient autonome et c'est surtout, on va toucher 99% de ce qui nous constitue. Alors, par rapport à la maladie, puisque tout le livre commence sur les problèmes par rapport à la santé, ce que j'explique, c'est qu'il est essentiel d'aller voir un médecin pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on souffre, on ne peut pas travailler sur soi-même. Donc, il faut enlever la douleur. La deuxième, c'est qu'il faut enlever la prolifération des éléments pathogènes. Donc, un médicament est indispensable. La troisième, c'est qu'il faut rassurer notre mental. Si d'emblée, on fait des choses bizarres, il y a une partie de nous qui va dire « ça ne peut pas marcher avec moi, je ne vais pas y arriver ». Donc, il faut rassurer le mental en disant « je fais des choses comme il faut, comme j'ai l'habitude de faire ». Et là, on rassure le mental. Voilà, ça, c'est très important. Et après, on peut partir dans l'énergétique. Après, on peut faire des choses par soi-même. Mais voilà, c'est essentiel de se reposer sur du médical et de ne pas arrêter les médicaments. C'est la base. Voilà, c'est important. Et ensuite, on peut travailler sur le reste. Vous dites souvent dans votre livre que le mental essaie toujours de nous éloigner de notre blessure afin de nous protéger de cette prise de conscience. Pourquoi vous pensez que notre mental nous éloigne spontanément de cette vérité? Pour nous éviter de souffrir. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais j'ai un problème avec un amoureux, si j'ai un problème d'argent parce que je suis en train de me dire, tiens, avec le Covid, j'ai perdu tout, voilà, ou bien il faudrait que je change de métier, ou si... bon, on a un problème de santé. Ce sont ce que j'appelle des petites peurs, c'est-à-dire des peurs en lien avec notre quotidien. Et notre mental, pour nous empêcher de souffrir sur ces peurs légitimes, on va dire, eh bien, il va mettre des peurs écrans, des plus grandes peurs. Et donc, tout d'un coup, on a peur de la mort, peur que notre enfant meure, peur que nos parents meurent, peur que notre compagnon meure. En fait, il y a 3 grandes peurs écrans. Il y a la peur de la mort, la peur de l'immobilité, je ne vais plus bouger, ou la peur de devenir fou. Ces 3 peurs-là, ce sont des peurs écrans. Ça n'a rien à voir avec des intuitions, des prémonitions. C'est notre mental qui les fabrique pour camoufler les peurs légitimes de notre quotidien. Et donc, on voit bien que le mental, finalement, il va nous créer un plus gros problème juste pour camoufler les peurs légitimes. C'est très étonnant. Et vous ferez d'ailleurs l'expérience, je l'ai expérimenté. Si jamais à un moment donné, puisque moi à un moment donné j'ai eu un problème financier, je me suis retrouvée au chômage, 0. Bon. Et puis tout d'un coup, l'argent revient. Alors, avant que l'argent revienne, j'ai des peurs de la mort. Oh là, j'imagine la mort de tous mes proches. Je suis flippée, c'est l'horreur et tout. Bon. Puis, l'argent revient. Tout d'un coup, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai plus peur qu'il meure. Parce que quand les peurs légitimes s'en vont, eh ben, les peurs écrans s'en vont. Donc, j'explique comment faire pour se libérer des peurs écrans, comment on peut se libérer des peurs légitimes en s'adressant à elles et en leur disant, voilà, tu peux t'en aller, en les confiant au nuage. Bon, là, ça va faire un peu ésotérique, un peu bizarre. Je préfère que les gens découvrent les choses. Mais en tout cas, ce sont des procédés. En fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, je sais que c'est une question que vous vouliez aborder, Marion, mais je pense que ça peut être intéressant d'en parler maintenant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de procédés qui sont basés sur les neurones miroirs. J'allais en parler. Voilà, bon, bah voilà. Voilà. C'est que, effectivement, notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Si je demande à ceux qui nous écoutent d'imaginer qu'entre les mains, là, j'ai une boule d'aluminium. Ok, tout le monde la voit ? Je vous la donne. Vous la prenez
cette boule d'aluminium, vous la prenez, vous ouvrez la bouche et vous la mettez dans votre bouche et vous serrez fort les dents. Bon. Cette gêne un peu, hein, on n'a pas de boule d'aluminium dans la bouche. On n'a fait qu'imaginer. Et pourtant, on a un truc. Ah non. Ouais, ça reste. Voilà, j'ai même pas envie d'imaginer là. Bon, tout simplement parce que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Ça, c'est Giacomo Risolati, qui est un chercheur de l'université de Parme, qui a montré en évidence donc ces neurones miroirs. Et grâce à ces neurones miroirs, eh bien, finalement, il y a un certain nombre de protocoles qui utilisent ce principe où on va réinformer le passé. Ça, c'est le protocole 9. Pour tout ce qui touche cette partie-là, 0-10 ans, eh bien, on a parfois des blocages, des freins qu'on se crée nous-mêmes, on est notre propre saboteur, tout simplement parce qu'on a une culpabilité. Et une culpabilité qui vient de la petite enfance, ou parfois des choses le plus souvent des choses dérisoires. On a renversé du sirop sur la moquette, on a mis de la colle sur un guéridon, on a cassé une assiette en mettant le couvert, des choses idiotes. Ou on a mal fait les choses parce qu'on était petit, ou on nous a fait croire qu'on était coupable de ceci, de cela. Bon, en tout cas, depuis cette culpabilité larvée en nous, eh ben on est sur la pédale de frein et on s'empêche le succès, la réussite, l'argent. Voilà. Et en faisant le protocole 9, qui est le protocole de consolation, on va réinventer le passé, l'embellir, et en le racontant différemment, en y mettant nos tripes, eh bien, on va indiquer à notre cerveau une autre réalité. Et si on le fait en manière très impliquée, il va oublier, notre cerveau ne fera plus la différence entre quelque chose qui est arrivé et quelque chose qui est imaginé comme étant réel. Et c'est ce qui est imaginé comme étant réel qui va prendre la place. Et hop, le blocage s'en va, puisqu'il n'y a plus cette culpabilité. D'accord ? Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, au niveau des peurs, en parlant à nos peurs, eh bien, on fait intervenir aussi ces neurones miroirs, c'est-à-dire qu'on va imaginer nos peurs et on va leur dire de partir. Et quelque part, il y a un processus comme ça qui va se mettre en route. C'est bizarre, encore une fois, mais ça marche. Oui. Finalement, j'ai l'impression que notre échange, il est vraiment sur la libération émotionnelle et surtout sur la prise de conscience du poids de nos émotions. Est-ce que pour vous, c'est un enseignement qu'on devrait intégrer dès le plus jeune âge ou alors c'est plutôt un passage initiatique de la vie ? Ces protocoles, on ne peut pas les faire tant qu'on n'est pas majeur. Parce qu'il faut avoir la liberté d'action et on ne peut pas faire les choses pour faire plaisir à papa ou maman. De la même façon que, par exemple, dans Les blessures du silence, mon livre précédent, qui est un roman dédié à la manipulation, au harcèlement, à l'intérieur de ce livre, j'ai glissé 2 protocoles de libération. Bon. Et il m'est arrivé, dans des conférences, que des personnes me disent « Les protocoles dont vous parlez, de libération de la manipulation, du harcèlement, ils ne sont pas dans mon livre. » Je dis, mais si, madame. Elle me dit, non, ils ne sont pas. Je dis, comment ça se termine la fin, pour savoir si elle avait tout lu. Elle me dit, ça se termine comme ça et tout ça. J'ai bien aimé la fin, je n'y attendais pas. Ok. Je dis, bon, ok. Je dis, madame, vous n'étiez pas prête. Donc les protocoles, vous ne les avez pas vus. Elle me dit, ah bon, d'accord. Elle s'en va, elle revient, elle me dit, écoutez, montrez-moi les pages. Elle ne me croyait pas. Il a fallu que je lui montre les pages où étaient les protocoles dans son livre. Elle y croit. Tout ça pour dire que quand on n'est pas prêt, eh bien, les choses, on ne les voit pas. Et alors, ce qu'on peut enseigner depuis le plus jeune âge, c'est l'autonomie. C'est le fait qu'on peut parler à son propre corps. Là, j'ai reçu un témoignage il y a une semaine d'une maman, je crois que je l'ai posté sur Instagram, ou si ce n'est pas fait, je vais le faire, où la dame me dit,
Ma fille de 9 ans était intolérante au gluten, et à quoi? Et au lait, je crois. Voilà. Et elle me dit, depuis qu'elle parle à son corps, qui est le protocole 3, elle n'est plus intolérante, elle mange des glaces, c'est le bonheur. Elle a 9 ans. Alors, ces protocoles de parler à son propre corps, etc., ça, on peut le faire, je dirais, n'importe quel âge. Il y a 4 protocoles, le 5, le 6, le 7 et le 8, qui sont des protocoles structurels, qui sont liés à notre petite enfance ou aux héritages où là, il faut attendre. Alors, quand je disais majeur, une fois, j'ai un jeune homme de 17 ans qui est venu dans mes ateliers et qui m'a dit, je veux mettre en place ces protocoles. Bon, ben, il est prêt. Il est prêt. Et sa mère n'était pas là, il n'était pas menotté. Voilà, il est prêt. D'autres à 25 ans ne seront pas prêts. D'autres à 45 ans ne sont pas prêts. Donc ça, il faut respecter. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent, ouais, j'ai offert votre livre à ma sœur. Elle ne veut pas le lire encore pour l'instant. J'ai respecté son temps. Quand elle sera prête, elle le lira. Et ça sera le bon moment pour elle. Complètement. Voilà. Je voulais revenir aussi sur le succès de nos actions dont vous parlez dans votre livre, où le succès de nos actions serait composé de 20% de nos agissements, 30% de nos décisions et 50% du moment du coup de l'action. Alors ça, c'est un point de vue en fait oriental. Nous, on considère que quand on veut, on peut. En Orient, et tout particulièrement en Chine, ils considèrent effectivement que dans le succès d'une décision, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, un déménagement, n'importe quoi, eh bien, notre propre volonté compte pour 20%. L'endroit où finalement on prend cette décision compte pour 30%. Et le moment où on prend cette décision compte pour 50%. Et donc, on a tous vécu le fait que des fois, eh bien, on dit on a une année sans et une année avec. Pourtant, on est toujours la même, toujours le même. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que notre volonté 20% s'associe avec le lieu de vie, le lieu où on travaille, 30%, 20 et 30, 50, pour lutter contre le temps lorsqu'il nous est défavorable. Et on a tous vu dans les restaurants chinois, japonais, indiens, coréens et j'en passe, des hôtels, c'est pas pour faire joli, des hôtels où il y a des offrandes. Bon. C'est parce qu'ils considèrent que l'endroit où on travaille, l'endroit où on vit, qui compte à 30% dans chaque prise de décision, eh bien, est très important pour avancer. J'ai donné une conférence auprès des anciens HEC et je leur ai parlé justement de ce que les orientaux parlent de l'âme du lieu et de ce qu'on appelle en France le gardien du lieu. Et je leur ai dit, vous qui êtes dans le business, il y avait des patrons du CAC 40, bon, eh bien, sachez que la Chine, le Japon et l'Inde, ils font partie, ces 3 pays font partie du top 5 des 5 pays les plus riches au monde. Rien. Ils ne font rien sans se référer à l'âme du lieu, au gardien du lieu. C'est pour ça qu'il y a tout un protocole autour du prendre contact avec le gardien du lieu, l'âme du lieu, pour gagner en force et en énergie. C'est troublant. Et alors, je m'étais dit, patrons d'HEC, anciens d'HEC, ils vont rire au nez. Pas du tout, parce que dès qu'il s'agit d'argent, c'est pas tout à fait la même histoire. Et donc, j'ai vu un monsieur dont je tairai le nom, qui disait, mais je parle tous les jours à une statue de chien énorme, qui fait 3 mètres dans mon bureau. Il me dit, est-ce que là, je parle au gardien du lieu? Et je dis, oui, vous l'avez personnalisé sous les formes de cette statue, mais c'est une énergie. Ah, elle me dit, mais c'est génial, je vais continuer. Mais c'est pour ça que mes affaires marchent. Je dis, entre autres. En tout cas,
pourquoi se priver de cette énergie, puisque tant de personnes, des milliers et des millions de personnes dans le monde, se réfèrent à ce gardien du lieu pour avoir une énergie supplémentaire dans leur vie privée, mais aussi dans leur vie professionnelle. C'est une certaine forme finalement de nouvelle spiritualité. C'est accepter avec humilité que nous ne sommes pas grand-chose. Que finalement, l'univers est immense et que composons avec les forces qui nous entourent. Voilà. Ayons l'humilité de redevenir la petite chose que finalement nous sommes et d'accepter cette grandeur invisible autour de nous, et les forces, elles seront décuplées. C'est juste une question, je pense, d'humilité. Et au-delà des pratiques et des protocoles, est-ce qu'il y a des bonnes habitudes à mettre en place pour parvenir à maintenir un certain alignement avec soi-même? Alors, notre système de pensée est essentiel. C'est-à-dire que si on voit le mal partout, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Marion, si on voit le mal partout, si on voit toujours le verre à moitié vide, si on a des pensées négatives pour soi-même, de dévalorisation, et envers les autres, eh bien, cette énergie qui circule autour de nous, eh bien, finalement, elle engramme quelque chose de négatif, et c'est comme un maelstrom dans lequel on s'enferre, et finalement, ça nous maintient dans ce côté négatif. Si on cherche à comment dire, à s'ouvrir et à souhaiter du bonheur, de la réussite autour de nous, aux gens qui nous entourent, et aussi, alors ça c'est un des protocoles, c'est d'être comme chou, mais en imaginant, en souhaitant du bonheur, de la sérénité et du succès, une fois par jour à 3 personnes différentes, et tous les jours, jusqu'à atteindre des personnes qu'on n'aime pas forcément, eh bien cette énergie qu'on dégage, elle revient vers nous. Voilà, c'est très troublant. J'emploie toujours cette image-là qui va peut-être vous faire sens, c'est-à-dire que nos pensées et nos actes sont amplifiés par l'univers, et ça nous revient 3 fois. Voilà. Donc, j'ai une fois un auteur avec qui j'ai travaillé et qui me dit « Oh, c'est super bizarre que tu me dises ça ». Et il me dit « Figure-toi que je suis fou des plantes », il me dit « comme toi. Un jour, je vais récupérer des plantes et des éléagnus, voilà. Et à côté, il y avait 3 rosiers qui n'étaient pas pour moi, que je n'avais pas commandé, que je n'avais pas payé, mais qui étaient là. Et il me dit, comme il n'y avait personne, je les ai pris. Il dit, en quelque sorte, je les ai volés. Et il me dit, bah, tu ne vas pas le croire. Et il me dit, mais 2 jours plus tard, il me dit, j'avais planté des chênes truffiers, on m'en avait volé une dizaine. Et il me dit, mais c'est tellement étonnant, quoi. Donc, alors on peut dire hasard, on peut dire, oh, bah, il n'a pas eu de chance, etc. Peu importe, en tout cas, faites l'expérience, dégagez les choses positives, souhaitez même à votre pire ennemi des choses positives, et ça va vous revenir. Donc c'est une posture, en effet. C'est une posture. Et j'ai beaucoup aimé aussi dans votre livre la notion de recette énergétique ou de nettoyage énergétique. On arrive à l'été, on sort d'un confinement qui a été compliqué. Est-ce que ce recette énergétique peut être finalement la clé pour retrouver une certaine harmonie avec soi-même? Alors, le reset énergétique, c'est les protocoles 5 et 6, ils sont essentiels. Et merci pour cette question, c'est que avant toute chose, avant de faire n'importe quel protocole, moi je dis, lisez le livre en entier pour que ça infuse en vous, mais le protocole de reset énergétique, il est indispensable, essentiel, pour refermer les blessures que l'on a à l'intérieur de nous. Refermer ces blessures, c'est faire en sorte d'être moins sensible aux choses qui nous atteignent. Parce qu'en fait, ce qu'on disait au début de l'entretien, c'est que si finalement, d'après Jung, nos épreuves sont un message que l'on n'a pas encore compris, si on a refermé des blessures anciennes et qu'on a fait le nettoyage énergétique pour se libérer émotionnellement des héritages, des fardeaux, des épreuves qui ne nous appartiennent pas, eh bien, il n'y a aucune raison que l'univers vienne nous titiller avec de nouvelles épreuves
puisqu'on les a guéris. D'accord ? Donc, ce reset énergétique, protocole 5, il faut le faire, mais tout le monde devrait le faire. Avant, je n'avais pas ce discours. Maintenant, tout le monde, voilà, ça change les choses parce qu'on referme les blessures. Voilà, on referme les blessures. Super. Et donc on arrive à la fin de ce podcast. En tout cas, c'est un échange hyper intéressant et merci beaucoup Natacha pour votre temps. Comme je vous le disais en début de podcast, voilà, à Goyamam, c'est vraiment il y a une vraie volonté derrière cette communauté, cette nouvelle destination bien-être, de réussir à booster notre mental, à insuffler un maximum d'énergie positive. Est-ce que vous auriez un message particulier pour cette communauté ? Alors, déjà, merci d'exister. En travaillant sur vous-même, quelles que soient les techniques, que ce soit par le biais des protocoles de ce livre ou d'autres techniques, vous redevenez des rocs, vous montrez l'exemple et vous rayonnez autour de vous. Et agir sur soi-même, c'est aussi agir pour les autres. Et bravo. Donc, je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite ces connexions qui sont étonnantes, mais qui vont vous changer la vie, et j'espère qu'ils vont changer votre vie comme ils ont changé la mienne. Et bravo, merci Marion pour cette mise en relation avec cette communauté d'Agoyamam. Voilà. Merci beaucoup Natacha et à très bientôt. À très bientôt, merci. J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci beaucoup à vous de nous écouter, d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous partager votre ressenti. Retrouvez-nous sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram Agoyamam pour ne rater aucune bonne énergie. Et nous espérons que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro, mais aussi perso, et surtout vous fileront un sacré coup de boost. À très vite.